d'être là dans ce début d'année. Alors d'abord, évidemment, bonne année à tous. Tous mes vœux personnels et civiques, si je puis dire. Si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt pour le laboratoire de la République, souvent depuis longtemps. Beaucoup d'entre vous, vous êtes maintenant habitués à ces conversations éclairées. J'en profite pour remercier Brice Couturier qui entame une nouvelle année des conversations éclairées. Et on sait à quel point elles lui doivent, aussi bien en quantité maintenant qu'en qualité depuis le début. Et cette somme de réunions qu'on a depuis le début devient une sorte de fond, comme on le dit pour un éditeur, extrêmement important. Deux mots sur le laboratoire cette année, avant de laisser la parole à Brice Couturier et à Didier Lesky, que je remercie d'emblée de sa présence. Je suis très heureux de sa venue, que je qualifierais d'amicale, mais qui est aussi essentielle sur le fond, puisque, comme on le sait, il est le grand expert de l'immigration, que ce sujet est parmi les sujets les plus centraux de notre société, de notre continent aussi, et que, bien entendu, ce soir, nous allons avoir un éclairage sur ce point, je vais y revenir. Sur le laboratoire, je voudrais simplement vous dire qu'en ce début d'année 2024, il s'agit clairement de franchir une nouvelle étape, une deuxième étape. Le laboratoire existe maintenant depuis 2 ans. Il a mûri, il a construit une série d'éléments comme les conversations éclairées, qui est la version la plus visible du laboratoire. Il y a les commissions, il y a maintenant le développement des antennes du laboratoire dans les établissements d'enseignement supérieur. Il y a tout le travail éditorial qui se voit maintenant sur le site web et qui va se voir aussi au travers d'un ouvrage que nous consacrerons aux questions européennes au travers des 7 thèmes du laboratoire, dont je rappelle que c'est les 4 adjectifs de la République: indivisible, laïque, démocratique, social, et les 3 thèmes fondamentaux de notre temps, c'est-à-dire la géopolitique, l'environnement et le numérique. Et sur ces 7 sujets, eh bien nous délivrerons dans quelques semaines le travail des commissions sur, au fond, ce qu'il y a à dire sous un angle européen sur ces questions. Comment pouvons-nous avoir la maîtrise de notre destin commun dans les temps à venir par un renforcement de la souveraineté, qu'elle soit nationale et ou européenne. Et c'est là qu'il y a évidemment toute une série de problématiques pour mieux maîtriser notre destin, par exemple sur le plan numérique, par exemple sur le plan environnemental, et par exemple sur la maîtrise de l'immigration, puisque un pays qui ne maîtrise pas son immigration est tout simplement un pays qui n'est plus souverain, qui n'est plus maître de son destin. Je connaissais une belle citation d'un leader argentin du début du XXe siècle, je le dis dans cette belle maison de l'Amérique latine, qui disait « gouverner, c'est peupler ». Il savait de quoi il parlait, à l'époque, il y avait 95% d'immigrés en Argentine, mais un pays qui ne maîtrise pas ses enjeux de population ne peut déjà presque plus être qualifié d'État, puisque un État, c'est une population et un territoire, il faut bien maîtriser ce qui se passe sur ce territoire. Et je ne crois pas que de telles affirmations puissent se situer sur l'axe gauche-droite. J'ai en tête aussi des citations de révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, y compris même d'avant, si on pense à Jean-Jacques Rousseau, pour qui ce type de questions sont nodales dans la maîtrise du destin collectif. Donc la question de l'immigration n'est pas une question qui se situe spécifiquement sur le clivage gauche-droite, c'est une question de maîtrise de son destin, et il est évident qu'il y a une dimension nationale et européenne d'une telle question, une dimension mondiale aussi. Ce soir, nous allons entendre Didier Lesky sur cette question. Donc mon message de ce soir, c'est d'abord bonne année, merci d'être fidèle au laboratoire. Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes vraiment bienvenus, n'hésitez pas à en parler autour de vous, considérez-vous comme membre du laboratoire si vous le souhaitez, au travers des différentes activités que nous avons. Le message qui va avec ça, c'est nous passons la démultiplier. D'un point de vue personnel, je parlerai beaucoup plus en 2024 que je n'ai parlé en 2023. Vous me direz, c'est pas difficile, mais j'avais cette prophétie que je m'étais faite à moi-même et qui fonctionne, parce qu'il y a des choses à dire, vous le savez. Et puis tout simplement, et pour terminer, merci à Didier Lesky, qui est tout à fait typique de ce qu'on peut appeler les amis du laboratoire, c'est-à-dire un intellectuel actif, un intellectuel engagé, quelqu'un qui a su magnifiquement toute sa vie et aujourd'hui et demain articuler une vision, un engagement intellectuel, mais aussi un engagement pratique. Il n'est pas simplement dans le ciel des idées, on le voit bien, il a des fonctions très,
très concrètes, et cet aller-retour est fondamental, et il est typique de ce que nous cherchons à faire dans le laboratoire. Nous prenons très au sérieux la question du monde des idées, mais pas pour rester dans un éther, mais parce que, évidemment, c'est ensuite ça qui a de l'impact sur le réel, et notamment sur la jeunesse, sur l'avenir de notre pays, et pour nous, c'est essentiel. Donc, merci beaucoup, cher Didier, et sans plus attendre, je passe la parole à Brice pour l'animation de ces nouvelles conversations éclairées. Merci Jean-Michel Blanquer, merci Monsieur le Ministre et le chef de notre petit laboratoire. J'espère que vous serez nombreux effectivement à vous y impliquer. Ça en vaut la peine. Didier Lesky, vous êtes un haut fonctionnaire sorti du gauchisme, où vous aviez plongé des années lycée pour suivre et assister plus tard, sur le tard, Jean-Pierre Chevènement. Vous avez fait partie de divers cabinets chevènementistes, en particulier celui de la Défense en 1988, puis celui de l'Intérieur en 1997. Vous êtes reconnu dans tout l'Hexagone comme un spécialiste sérieux des questions de gestion des cultes et de la laïcité par conséquent, après avoir été en effet le chef du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur de 2004 à 2008. Vous voilà donc depuis 2015 directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous avez été nommé sous Hollande et vous avez été reconduit par Emmanuel Macron, ce qui prouve qu'effectivement vous avez dû faire un travail apprécié. Vous allez nous parler donc ce soir des questions liées à l'immigration, donc vous êtes à ma connaissance le meilleur spécialiste français, donc c'est très intéressant que vous soyez là pour nous éclairer. Vous êtes non seulement un spécialiste reconnu des questions d'immigration, mais vous êtes surtout l'un des plus honnêtes. Un domaine où il est difficile de trouver des gens honnêtes. J'en parle en tant que journaliste ayant organisé des débats sur le sujet. On a affaire généralement soit à des gens qui sont d'une mauvaise foi flagrante parce qu'ils refusent de reconnaître qu'il y a un problème, soit à des gens qui sont des racistes et des xénophobes patentés. Entre les deux, il est très difficile de trouver un équilibre et des gens qui ont une parole raisonnée, sensible et surtout informée. Informée, vous l'êtes. Vous allez nous parler ce soir donc des questions liées à l'immigration. Vous l'avez montré, votre compétence dans ce bouquin que je recommande très vivement parce que honnêtement, il n'y a pas mieux. J'en ai beaucoup. Hein. Il n'y a pas mieux, là vous avez tous les chiffres, vous avez toutes les informations, vous avez toutes les politiques en peu de pages, hein, c'est court, j'aime bien quand c'est court. 63 pages, c'est une nouvelle version d'un opuscule que vous avez déjà publié il y a 3 ans. Et donc je le recommande. Et puis donc vous connaissez la formule de notre conversation éclairée. On va parler pendant 1 heure avec notre invité et dans 1 heure vous pourrez lui demander de dédicacer son ouvrage. Et je vous en prie, ne lui parlez pas trop longtemps, sinon il n'aura pas l'occasion de boire du champagne avec vous. Alors ma première question. L'immigration est un des thèmes centraux animant le débat politique dans notre pays, mais aussi dans beaucoup d'autres pays européens, et nous l'ignorons. Nous allons constater à quel point ce thème est central dans 6 mois, puisque c'est dans 6 mois que nous allons voter au Parlement européen, et tous les commentateurs estiment que ça sera probablement la question centrale qui déterminera le vote des Européens pour élire leurs députés au Parlement. Mais il y a aussi une question d'actualité. C'est cette loi immigration qui vient d'être votée, adoptée plus ou moins au forceps le 19 décembre dernier. Une loi qui nie certains des principes fondateurs de notre République selon la gauche. Une loi qui ne permettra pas de juguler des flux migratoires qui menacent l'identité de notre nation selon la droite. Une loi de plus, diront les sceptiques. Dans le grand dérangement, Didier Lesky, vous releviez un très grand nombre de domaines dans lesquels la politique migratoire de la France était largement plus libérale, plus généreuse que celle de nos voisins européens, et vous expliquez que c'était l'une des raisons pour laquelle la France était choisie de manière prioritaire par de nombreux candidats à l'émigration en Europe. Est-ce que vous estimez que ce n'est plus le cas et que la dernière loi qui vient d'être votée nous met au niveau des autres législations européennes ou bien nos lois restent-elles plus favorables aux demandeurs d'asile, par exemple, que celles de nos voisins? Qu'en est-il d'un point de vue comparatiste de ces législations? D'abord, merci, bonne année à tous. Merci, Dominique, merci Jean-Michel, merci pour ces mots. Je ne suis pas sûr d'être
le spécialiste le meilleur. Enfin, d'abord parce que je suis avant tout un praticien. C'est ça. J'essaie de réfléchir sur ma pratique professionnelle depuis longtemps. Je l'ai fait dans d'autres postes. C'est vrai que je me suis beaucoup occupé de l'islam en particulier et des cultes en général, de la laïcité comme vous l'avez dit, et que je suis à la tête donc de ce qui est l'établissement public en charge du premier accueil de l'ensemble des immigrations qui arrivent en France en dehors des étudiants. Au tout début, on a eu les étudiants, et puis les étudiants sont passés dans un autre périmètre. Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il faut toujours prendre les immigrations au pluriel. Il y a des immigrations qui ont des trajectoires à la fois collectives et individuelles, qui sont liées à des sous-bassements culturels, sociaux et aux qualités intrinsèques des personnes quand elles arrivent. Il y a une immigration légale qui est importante, et c'est le cas en France, l'année dernière 320 000 titres de séjour, qui est une immigration essentiellement liée à deux éléments, enfin trois, les étudiants bien sûr, l'immigration de travail qui recommence de manière importante en France, c'est plus ou moins une bonne nouvelle, 52 000 titres de séjour l'année dernière, et puis l'immigration familiale qui a deux items, et je viendrai à la loi, le rapprochement des conjoints de Français et le rapprochement des conjoints de résidents. Voilà. Alors, je ne voudrais pas commencer par la loi, je voudrais d'abord commencer par dire pourquoi ce débat aujourd'hui autour des immigrations traverse sur toute l'Europe. Parce que les données ont changé et de manière accélérée à partir du début du XXIe siècle, où on a eu de nouveau une très forte augmentation de la poussée migratoire dans l'ensemble des pays, d'abord de l'Ouest européen, mais parce que les pays de l'ancien Est européen ont aussi des immigrations, mais qui ne sont pas exactement les mêmes que celles de l'Ouest européen, avec des éléments chiffrés qui indiquent l'ampleur des phénomènes et qui renvoient à l'actualité. La Suède, c'était 10% d'immigrés au début des années 2000, c'est aujourd'hui 20%. On ne peut pas comprendre les débats qu'il y a actuellement en Suède si on n'a pas cela en tête. Le Danemark a aussi une très forte poussée. Il y a aujourd'hui une part d'immigrés dans sa population qui est supérieure à ce que connaît la France, autour de 13%, avec aussi une très forte augmentation. La France n'est pas le pays qui a vu l'augmentation la plus forte de son immigration depuis le début du siècle. On est passé de 7% à 11%, c'est important, mais c'est une progression qui est moindre que d'autres pays européens. Ce qui est vrai, c'est que la France est, sur la longue durée, un pays qui a été particulièrement ouvert à l'immigration depuis la fin du XIXe siècle. Et là, les chiffres sont tout autres et sont une particularité française qui est la forte proportion d'immigrés dans les générations autour de 30%. Voilà. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée importante et qui explique aussi la poussée, la première, c'est l'Europe n'est pas une forteresse, pour reprendre une partie de ce qu'on entend très souvent. La deuxième chose, c'est que notre immigration, et en particulier en France, elle a changé d'origine. Et elle a changé d'origine au moment où nous avons eu un accroissement de nos difficultés économiques, avec en particulier la désindustrialisation, et elle a changé d'origine au moment où l'écart culturel s'est agrandi entre notre pays, et nos pays européens, et les pays de départ. Alors, pour aller vite, jusque dans les années 80, la majorité de nos immigrés venaient du sud de l'Europe, Espagne, Portugal, Italie. À partir de la fin des années 80, on a un basculement et qui s'est accéléré à partir de la fin du XXe siècle et qui s'accélère encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est passé d'une immigration qui est essentiellement l'immigration du sud du monde, avec une proportion de plus en plus forte et du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, et en particulier une montée ces dernières années de l'immigration subsaharienne, même si il ne faut pas oublier cette dimension maghrébine. Je sais bien qu'on a tous en tête les images de Lampedusa, mais pendant plusieurs années, la première nationalité qui débarquait en Italie, c'était les Tunisiens. C'était en 2023, les deux premières nationalités qui débarquaient en Espagne, c'était les Marocains et les Algériens. Et je reviendrai sur cette caractéristique. Il faut y rajouter après, à partir des Canaries, les subsahariens, et bien évidemment, du côté de Lampedusa, les Guinéens,
les Soudanais. Et donc, cette accélération de l'immigration, je disais, elle est arrivée dans un autre contexte économique qui est la perte des emplois industriels, la perte des emplois peu ou pas qualifiés. Je dis souvent pour aller vite, on a fermé les usines automobiles en Seine-Saint-Denis, puisque j'ai été 4 ans préfet en Seine-Saint-Denis, on les a ouverts en Algérie et au Maroc, et en même temps sont arrivés ici les perdants de ces systèmes, c'est-à-dire une migration dont la part de ceux qui est peu ou pas formés est de plus en plus importante, avec des difficultés de plus en plus grandes pour les prendre en charge. Et avant d'arriver à la loi, je dirais une dernière chose, c'est que l'immigration, c'est le révélateur de difficultés sociales qui ne sont pas liées directement à la présence des immigrés, mais que l'immigration accentue. Et là, je prendrai un autre thème, on pourrait y revenir, c'est le logement. On peut faire un parallèle entre la montée, par exemple, de difficultés dans certains milieux, et en particulier les milieux populaires, avec l'augmentation de la part contrainte qu'on est obligé de mobiliser pour se loger. Au début des années 60, c'est 15% en moyenne. Dans les années 2000, c'est nomotechnique, c'est 20%. Aujourd'hui, on arrive à 30%, et l'INSEE nous dit pour les catégories populaires, c'est 40%. C'est-à-dire que l'arrivée de plus en plus importante de personnes est concomitante à une raréfaction de l'offre de logement, en plus liée à des modes de vie qui ont changé. À Paris, la question des ménages recomposés et donc de la part nécessaire pour se loger augmentant par personne, eh bien, a accentué les difficultés. Et cette accentuation, elle a des effets sociaux et culturels importants. Paris, c'était 30% d'immigrés au début des années 80. Aujourd'hui, c'est 20%. En plus, les immigrés qui sont là ne sont pas les plus pauvres. Et on a expulsé, de fait, pour des raisons de logique foncière, les immigrés en Seine-Saint-Denis, et avec les effets de concentration et de difficultés sociales qui vont avec. Voilà un peu le voie. Alors, que fait la loi? La loi, elle a en réalité un vecteur important et que le gouvernement n'a pas réussi à suffisamment valoriser, je disais que je suis enregistré, c'est le travail. En réalité, le partage n'est pas entre national et pas national. Le partage est entre travail et pas travail, avec des mécanismes qui sont, on a discuté beaucoup autour des prestations sociales. C'est quand vous travaillez, vous n'avez pas de délai de carence pour accéder à une prestation sociale. Quand vous ne travaillez pas, vous avez un délai de carence pour les prestations sociales. On pourra y revenir. Mais tout l'article qui organise la régularisation et l'introduction dans la loi de la reconnaissance du travailleur immigré, c'est-à-dire de l'utilité sociale de quelqu'un. On le faisait par circulaire, on l'intègre dans la loi. Je pense que c'est une bonne chose et c'est une avancée en termes de reconnaissance de ceux qui travaillent et de l'utilité qu'ils peuvent avoir. Et la dernière chose qui est importante dans cette loi, c'est essayer de maîtriser la migration, parce qu'on ne peut pas avoir une migration légale qui est d'une certaine manière parasitée par une immigration illégale dont le nombre fait qu'il pèse sur l'image qu'on a collectivement de l'immigration. Et donc il faut qu'on arrive à résoudre le problème de cette immigration illégale. On peut expliquer pourquoi elle vient, mais il faut qu'on arrive à résoudre ce problème, parce que si on ne le résout pas, eh bien la conséquence c'est qu'on n'acceptera pas le flux et les allers et retours comme on le fait à travers une politique de visa, et on aura une appréciation collective d'une partie de la population de plus en plus négative, parce que cette immigration illégale qui vient, elle a une difficulté à se stabiliser, à vivre, et elle est malheureusement pour une partie d'entre elles à l'origine de problèmes d'ordre public qui peuvent aller de la délinquance de survie à de la délinquance organisée à travers, par exemple, la diffusion des trafics de drogue. Il y a un sujet qui va probablement faire partie du débat pour les élections européennes de juin, c'est la compatibilité entre des systèmes de protection universelle, protection sociale universelle, qui sont ceux de la plupart de nos pays d'Europe et plus ou moins celui de la France également,
et des vagues migratoires dont on voit que un très grand nombre de participants n'ont pas des compétences pour se mettre au travail immédiatement après leur arrivée. Vous dites que plus de 40% des immigrés d'âge actif ne sont pas ou peu qualifiés, et donc dans un pays où, vous venez de le dire, les emplois industriels sont devenus beaucoup plus rares. Est-ce qu'il est compatible, et c'est la question que posent beaucoup de partis de gauche, y compris des partis de gauche dans les pays du nord de l'Europe en ce moment, est-ce que nos systèmes de protection sociale sont soutenables face à des vagues d'immigrés qui arrivent sans cotiser, qui n'ont pas cotisé mais qui ont droit, comme les cotisants français, les cotisants travaillant en France, à la sécurité sociale, à des aides sociales, à l'éducation gratuite pour leurs enfants, etc. Est-ce qu'il y a compatibilité entre nos modèles sociaux et des vagues migratoires aussi impressionnantes que celles que nous connaissons aujourd'hui? Alors, je vais répondre à la question, mais c'est important ce point parce que c'est ce qui permet de comprendre pourquoi, en particulier dans les États qui sont historiquement les États du développement de l'État social, comme on disait dans mon jeune temps, sont les lieux où le débat autour de l'immigration sont les plus vifs. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que l'État social? L'État social, c'est l'organisation à travers la contribution par l'impôt, à travers la cotisation, d'un système assurantiel pour ceux globalement qui cotisent. Et nous sommes passés de en particulier en France à la fin des années 70, à l'universalité des prestations sociales et avec un début de découplage entre le fait de cotiser, payer et le fait de bénéficier des prestations sociales. Et c'est pour ça qu'on a ce débat qui touche particulièrement les catégories populaires, parce que l'État social, je dirais que c'est le bien-être en termes d'héritage des catégories populaires, parce que c'est le résultat de combats de longue durée. Et donc, la venue de personnes qui n'arrivent pas à s'insérer dans le marché du travail, eh bien, remet en cause le sentiment d'équilibre, et c'est pas complètement faux, hein, et suscite, en plus des difficultés de logement, etc., une crainte profonde dans des catégories populaires qui, du coup, passent vers des partis qui, eux, sont effectivement xénophobes et considèrent que ces venues déséquilibrent complètement notre état social. Et ils le déséquilibrent d'autant plus qu'on a ce problème du marché du travail. C'est-à-dire que l'accentuation du chômage de masse a accentué ce sentiment qu'on avait quelque chose qui était en train de s'effriter et qui est l'état social. Il faut y rajouter l'accélération des migrations liées à la chute du mur. Voilà. Et on a des items, et je reviens sur la question du logement, qui sont ceux pour lesquels on a de plus en plus de tensions, et des tensions dont il faut maîtriser la dynamique. Je rappelle que une personne marocaine sur deux, une personne algérienne sur deux, un peu plus de, près de 60% des subsahariens qui vivent en France sont logés dans le logement social. Au moment où le logement social est une denrée de plus en plus rare, et en particulier pour des catégories qui par ailleurs peuvent travailler, pourraient y prétendre parce qu'elles sont dans le barème, mais ne sont pas prioritaires parce qu'elles ont malgré tout un minimum de revenus et elles n'ont pas d'enfants, ou moins que ceux qui arrivent. Voilà un peu la discussion qui se fait. C'est la discussion au Danemark, c'est la discussion en Suède, c'est la discussion aujourd'hui en Allemagne. Hein, l'Allemagne, pendant très longtemps, a été présentée comme un pays particulièrement ouvert. Et pourquoi je dis que c'est le même débat, quelles que soient les configurations politiques. Vous avez actuellement en Allemagne un gouvernement socialiste, écologiste, libéral, et qui a décidé de mettre en place une politique, en réalité, d'immigration choisie. Ça rejoint le premier item de la loi qui est de dire, ben voilà, on va essayer d'augmenter la part de l'immigration de travail par rapport à d'autres, et avec des critères dans une compétition qui est une compétition presque mondiale pour certains items, où chaque pays essaie d'attirer à lui les compétences les plus pointues pour répondre aux besoins immédiats de la machine industrielle, hein, de la rentabilité capitaliste, on aurait dit dans mon jeune temps, puisque vous avez rappelé que... Oui, mais parce que c'est important, c'est-à-dire ne pas comprendre... Non, mais je redeviens sérieux. J'ai été, et je le dis très clairement parce que tout le monde le sait, j'ai été, par exemple, particulièrement contre le fait qu'on affiche cette idée qu'il fallait absolument aspirer les médecins du tiers-monde.
Je dis pas qu'il faut pas avoir des médecins qui sont employés dans les hôpitaux, mais faire un affichage public de je vais prioriser les médecins alors même que on a des difficultés dans les pays de départ et que par ailleurs, eh bien, on ne souhaite pas avoir tous les malades de ces pays parce que alors qu'ils pourraient dire dès lors que vous nous aspirez nos médecins, eh bien nous on veut venir ici se faire soigner. Voilà, ça c'est le genre de problèmes qui sont liés à une rentabilité immédiate. Là, ça peut être le service public, mais qui est lié à notre impéritie de longue durée. Mais on peut y rajouter, et je parle de Jean-Michel, le fait qu'on ne peut pas, pour des raisons de rentabilité immédiate liées à certains secteurs industriels, considérer qu'il faut faire une croix sur une partie de la jeunesse qui sort ici sans une formation qualifiée et en faisant venir d'autres qui viendront avec ce sentiment ou cet axe politique que peuvent avoir certains libéraux qui ne sont pas des gens sociaux comme nous, qui est de dire, voilà, le monde la France va faire une croix sur une partie de ceux qui de toute façon sont pas formables parce que ou sont trop éloignés du marché du travail depuis trop longtemps, et pour les remplacer par rapport à un besoin de développement économique, on fait venir, et c'est ce que fait l'OFI, 8000 informaticiens, conducteurs de chantier de Tunisie cette année, plusieurs milliers du Maroc, etc., alors qu'on a des gens à qui on a en plus donné un titre de séjour et qu'il faudra accompagner pour être socialement utile. Je vais citer vos chiffres. Je vais citer vos chiffres en ce qui concerne les médecins étrangers. La pénurie liée au numerus clausus, qui fait que, comme vous savez, qu'on a des déserts médicaux dans ce pays, sur 215 000 médecins exerçant en France, plus de 30 000 le font avec des diplômes obtenus à l'étranger, soit plus de 10%. Plus de 10% des médecins qui nous soignent, c'est des médecins qu'on a fait venir de l'étranger. En particulier, 25% viennent d'Algérie, 12% du Maroc, 8% de Tunisie. Et ça pose aussi le problème dans leur propre pays. Qu'est-ce qui va les soigner si le manque de médecins qui nous frappe nous oblige à importer les médecins qui ont été formés dans d'autres pays que le nôtre? Qui va soigner des Algériens si tous les médecins algériens doivent travailler en France? Le fuite des cerveaux, c'est un problème aussi, ça. C'est bien gentil de vouloir attirer les compétences comme le font les Canadiens par exemple, mais c'est vrai que nous c'est pas notre cas. C'est aussi un des problèmes de l'immigration en France, c'est que vous avez l'air de dire, si je vous le lis bien, que nos critères à nous, jusqu'à cette dernière loi, et encore j'aimerais bien que vous répondiez à ma question tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas répondu, est-ce que cette loi nous met au même niveau d'exigence que les pays européens voisins, ou est-ce que nous sommes encore plus généreux et plus libéraux qu'eux? Alors, deux choses. D'abord, si on veut des chiffres, par exemple, il y a plus de médecins tunisiens en France qu'il y en a en Tunisie. Ça fait partie des problèmes et qui renvoient à une absence de réflexion sur comment on utilise une partie des compétences venant des pays du Sud et en l'utilisant, on entrave le développement des pays du Sud. Voilà, mais on pourra revenir sur la question des pays du Sud. On n'a pas une législation qui serait particulièrement plus dure que la plupart des pays européens qui sont accueillants, c'est même l'inverse. C'est l'inverse, par exemple, en ce qui concerne la langue, mais pour des raisons historiques, qui peuvent avoir du reste, qui peuvent être à notre crédit. En France, on n'est pas français parce qu'on parle français. En Allemagne, on est allemand parce qu'on parle allemand. Voilà. Et l'Allemagne entame là, par exemple, un processus de régularisation de certaines personnes avec cette idée que si au bout de 18 mois, vous ne parlez pas un allemand suffisant, votre titre de séjour n'est pas renouvelé. Nous, on n'a aucun mécanisme de ce type. La loi introduit simplement cette idée que au niveau, vous ne pouvez obtenir un titre pluriannuel que si vous avez un niveau de français, mais jamais cette idée que vous ne pourrez pas venir en France parce que vous n'avez pas déjà acquis un niveau de français. Beaucoup de pays font cela. On est moins dur en ce qui concerne la rétention, on est plus ouvert en ce qui concerne la prise en charge médicale, on a en plus cette spécificité unique au monde qui s'appelle le titre de séjour pour soins, qui permet à toute personne qui peut arguer du fait que le soin n'est pas effectivement accessible dans son pays d'obtenir un titre de séjour pour soins. Ça ne veut pas dire que
c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que tout cela explique la migration. Est-ce que ça veut dire que n'importe qui est malade dans n'importe quel pays du monde peut dire, puisque je n'ai pas accès à des soins qui existent dans mon pays, mais auxquels je n'ai pas accès pour telle ou telle raison, a le droit d'obtenir un titre de séjour en France pour se faire soigner gratuitement avec une sécurité sociale qui est financée par nos cotisations, pas par celle du monde entier. C'est moi, quand j'ai lu ça sous votre plume, j'avoue que j'ai été choqué. Oui, non, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que je fais toujours cette démonstration, même si elle est epsilonesque en nombre. Tous les ans, on a une vingtaine d'Américains, des Canadiens, des Japonais qui obtiennent ici un titre de séjour pour soi parce qu'ils sont effectivement malades. Hein, et que là, on est pris dans un sentiment d'humanité qu'on ne peut pas lier, mais par rapport à un système global qui fait que le plus ouvert peut être le plus perdant, quel que soit le nombre. Parce que le problème, en l'occurrence, n'est pas qu'on soit envahi par des malades. C'est que le coût de la maladie pris en charge dans un système hospitalier qui a considérablement été percuté par des politiques libérales dont on peut discuter la finalité, eh bien, augmente la difficulté de l'hôpital. Par exemple, on a une pression très forte ces dernières années de quelques milliers de personnes qui viennent spécifiquement pour la dialyse. Bon, mais en réalité, derrière la dialyse, il y a la question de la greffe. Voilà. Bon, ça n'explique pas les 150 000 demandeurs d'asile qui viennent en France, mais ça peut expliquer par endroits des difficultés liées de certaines structures hospitalières, parce que c'est ce qui fait la charge en plus, si vous voulez. Hein, et ça, c'est un problème qu'on ne peut pas éluder, voilà, qu'on ne peut pas éluder. Et on peut d'autant moins éluder que aujourd'hui on a même des phénomènes qui est que des personnes qui sont résidentes au sens où elles n'ont pas la nationalité de ces pays, mais elles ont un titre de séjour dans ces pays, peuvent traverser la frontière, en l'occurrence italienne ou espagnole, et essayer de se faire soigner, parce que c'est plus rapide en ce qui concerne les Espagnols, parce que les Espagnols, ils ont un système qui en réalité est assez lent, ils ne prennent pas en charge les problèmes dentaires ou les lunettes, ou en Italie, parce qu'il y a une crise qui est beaucoup plus grave dans le secteur hospitalier qu'elle ne l'est en France. Oui, enfin, vous savez aussi le scandale que provoque chez certains l'aide médicale d'État d'1 milliard d'euros, qui fait que des gens qui sont expulsés, en réalité, qui ont demandé de quitter le territoire parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation d'obtenir, ils n'ont pas obtenu l'asile politique, ont droit à la santé gratuite quand nous-mêmes, cotisants de la sécurité sociale, nous devons recourir à des mutuelles fort chères pour couvrir la santé de nos familles. Comment se fait-il que des gens qui n'ont jamais cotisé dans ce pays et qui sont expulsables aient tous les soins, tout le panier de soins gratuits, que là encore je vous ai lu, à part les cures et quels autres soins. En fait, tous les soins médicaux sont gratuits pour des gens à qui on demande de quitter le pays et qui refusent de le faire. Comment passer sur le fait que ça peut provoquer l'exaspération de ceux qui cotisent et auxquels on rembourse de moins en moins, la sécurité sociale remboursant de moins en moins. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport direct entre le fait que la sécurité sociale rembourse de moins en moins les frais de santé des gens qui travaillent dans ce pays et qui cotisent, alors que d'un autre côté, ceux qui ne cotisent pas et qui devraient partir ont droit à la santé gratuite? Moi, j'avoue que j'ai du mal à l'avaler. Alors, il y a deux dispositifs qui, en France, favorisent la clandestinité, c'est-à-dire le maintien sur le territoire alors qu'on n'y a pas droit, et ces deux dispositifs sont un peu une spécificité française. Ces dispositifs ne sont pas ceux qui attirent, mais ceux qui permettent le maintien. Il y a l'hébergement d'urgence inconditionnel, qui est une spécificité française, en l'occurrence, enfin française, pas tout à fait française, parce que l'État de New York a en réalité à peu près le même dispositif, et c'est pour ça qu'aux États-Unis, les États du Sud envoient les migrants à New York, parce qu'effectivement, dès qu'ils sont dans la rue, ils doivent être pris en charge. Et puis il y a la question de l'aide médicale d'État, qui est un sujet complexe, c'est-à-dire que, bien évidemment, il est hors de question de laisser les gens sans soin dès lors que leur pronostic vital en particulier est engagé. Mais là où le débat n'est pas compréhensible, c'est que des pays qui sont tout autant démocratiques que nous ont des paniers de soins réduits et une dépense qui est beaucoup plus maîtrisée par rapport à un système global qui a du mal à maîtriser sa dépense, sans que pour autant il y ait des problèmes de santé publique sur l'ensemble des populations qui sont immigrées. L'exemple type, c'est là encore l'Allemagne, qui a sans doute en proportion, enfin en nombre,
autant de clandestins que nous, peut-être un peu plus, enfin, je ne peux pas dire exactement, mais qui dépense pour son aide médicale, qui n'est pas appelée d'État mais d'urgence, 700 millions d'euros, quand nous dépensons 1,2 milliard. Alors, bien évidemment, la question du 1,2 milliard, on sait bien, à chaque fois, on dit, ben oui, c'est le 1,2 milliard qui est le plus scruté de toute la dépense, qui fait 270 ou 280 milliards. La difficulté dans le débat public, et sans doute pour une partie de ceux qui sont attentifs, c'est que au même moment où l'ancien ministre de la Santé dit « je vais réduire les dotations hospitalières de 800 millions, mais je n'interroge pas les 1,2 milliard sur l'aide médicale d'État », ça peut perturber une partie du débat public. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas, dans ce débat, dire effectivement n'importe quoi. C'est pas parce que l'Allemagne, ou l'Autriche, ou le Danemark, ou la Suède ont un panier de soins qui est plus réduit que le nôtre, que ces pays sont traversés par des pandémies. Ça n'a pas de sens comme discours, parce que on a en plus une expérience pratique. Tous ces pays qui ont une aide médicale d'urgence qui est plus réduite pour sa volumétrie de soins que nous, au moment du Covid, eh bien, vacciner de manière gratuite tout le monde, parce que personne n'est dingue. Hein, et si la question de la pandémie se posait dans les pays qui sont à côté de nous et qui sont pas moins bénévolents que nous du point de vue du rapport humain, eh bien, la pandémie ne s'arrêterait pas comme le nuage de Tchernobyl à la frontière du Rhin. Voilà. Et donc, ça, c'est la difficulté proprement française, et c'est le problème du contenu du rapport de la Cour des comptes, parce qu'on peut en parler. Hein. Que dit la Cour des comptes? Elle dit en gros, sans doute, c'est pas l'ensemble du système qui attire la migration, parce que la migration répond au fait qu'il y a des communautés préalables. C'est vrai qu'on a une demande d'asile qui est forte, hein, et qui est particulière. On va terminer cette année à près de 150 000 dans une Europe qui va terminer aux alentours du million, c'est-à-dire le même niveau que 2015-2016, mais avec des nationalités différentes par pays liées à l'histoire. 90% de l'immigration algérienne vient en France, hein, c'est ça, mais je sais plus pourquoi je parlais des chiffres d'un coup. Ah oui, la Cour des comptes. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, la Cour des comptes? Et c'est là où c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, globalement, l'ensemble du système administratif et du système juridique n'est pas formaté de telle manière qu'il est au cœur de ses préoccupations la question des maîtrises des flux migratoires. Il y rajoute du reste la question de l'aide au développement. C'est un problème, c'est-à-dire que si on veut une immigration légale, et on peut dire qu'on peut avoir une immigration légale dont on a besoin, par exemple, d'une immigration de travail spécialisée, eh bien, ne pas être en capacité de juguler l'immigration illégale, ça pose problème. Et ça pose en particulier le problème suivant. La Tunisie, que je reprends, c'est l'année dernière, plus de 8000 travailleurs qui sont venus avec des contrats de travail. C'est un visa donné pour en moyenne 130 habitants, et c'est en même temps le pays qui produit à travers la Méditerranée parmi les contingents les plus importants de migrants illégaux. Bon, et donc on ne peut pas dire qu'on va avoir des accords de gestion des migrations avec même l'idée qu'on peut avoir une migration circulaire si on n'est pas en capacité de sanctionner celui qui ne joue pas le jeu. Et c'est d'autant plus important de le comprendre que les migrations sont un phénomène international, mais que en Arabie, enfin dans les pays du Golfe, si vous restez, vous n'avez plus le droit au séjour, la question de savoir comment vous allez être traité comme migrant illégal est tout à fait différente que des pays qui ont, heureusement, des valeurs démocratiques un peu plus développées. Mais c'est ça la difficulté de la France, c'est-à-dire que on est dans un système où, enfin dans un environnement où les mécanismes peuvent être plus durs. Alors les journalistes le reprennent en disant l'Allemagne peut arriver à reconduire beaucoup plus que nous, des choses comme ça. Et ça, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas être le maillon faible du système européen. Voilà, c'est ça la question de la comparaison. C'est, sommes-nous pas le maillon faible du système européen? Nous le sommes économiquement,
par rapport à l'Allemagne. Et c'est pour ça que l'être économiquement par rapport à l'Allemagne, avoir eu son tissu industriel tombé en capilotade à partir de 1983, où Michel Rocard était en charge du plan, et avoir en plus une immigration peu qualifiée, puisque le CDE nous dit que la France a comme faiblesse d'avoir une immigration peu qualifiée par rapport à la moyenne des autres pays, le Conseil d'analyse économique le dit, et en même temps ne pas être en capacité de juguler ceux qui ne devraient pas rester, alors que nous sommes quand même un pays accueillant, c'est un problème. Tout à l'heure, à l'instant, vous avez mentionné le problème des migrants qui arrivent aux États-Unis par le Sud et que le Sud renvoie vers les grandes villes du Nord. J'ai quelques chiffres à vous donner qui sont tout récents, que j'ai trouvé du New York Times il y a quelques jours. Vous avez, à New York, ont débarqué 164 500 migrants et le maire Eric Adams estime que ça a coûté à la ville, pour loger et nourrir ces migrants, 3,1 milliards de dollars. Le Texas est totalement débordé et donc il envoie les migrants par quart entier. Donc le maire de New York a décidé de se retourner juridiquement contre la compagnie de car, à laquelle il réclame 708 millions de dollars. C'était juste des anecdotes pour vous montrer que le cas français est loin d'être isolé. Mais encore une fois, dans votre ouvrage, j'ai trouvé des choses, ça donnera peut-être l'envie à ceux qui n'ont pas encore acheté de le faire, quelques données très intéressantes, en particulier 4,90. Et en plus, c'est donné. Et vous avez la dédicace en plus gratuite. Non, je fais la promo. Ce qui choque aussi beaucoup l'opinion, c'est de savoir qu'un certain nombre de gens qui ont un OQTF, et on apprend que pour aller jusqu'à le fait d'être interdit et reconduit à la frontière, c'est très difficile. Et en face, on a des pays, vous citez lesquels, renvoyer un Guinéen, un Tunisien, un Algérien est d'une difficulté chaque fois renouvelée. Et renvoyer un Afghan, un Irakien ou un Pakistanais est de l'ordre de la mission impossible. Ça m'a fait d'autant plus tiquer qu'en tant que journaliste, je regarde un peu les infos et je vois qu'au Pakistan, ils sont en train de virer 1 700 000 Afghans. Alors voilà des gens qui renvoient chez eux, des gens qui sont réellement persécutés dans leur pays, parce que l'Afghanistan est entre les mains des talibans islamistes et leur font subir à la population un destin fâcheux. Voilà des gens au Pakistan qui renvoient chez eux 1 700 000 étrangers afghans réfugiés chez eux, mais qui refusent absolument de recevoir des gens qui sont partis de chez eux, qui sont illégalement installés chez nous et que notre justice administrative, et Dieu sait si elle est clémente, a fini par décider qu'ils n'avaient rien à y faire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mais j'en pense pas du bien sûr. Mais ça m'envoie à autre chose, parce que pourquoi le débat ici est particulièrement difficile, en particulier à gauche? Parce que, en réalité, le problème, il est là. C'est-à-dire que, et d'une certaine manière, la droite m'intéresse moins dans ce débat. Parce que il y a une part de la migration qui est la projection du chaos du monde. Et dans ce chaos du monde, on a quelque chose qui pèse symboliquement, historiquement et pratiquement plus sur la gauche que sur la droite. Hein. Et on peut reprendre les thèmes. À partir de 1989, on a une accélération des migrations à partir des anciens pays de l'Est. Mais qu'est-ce que c'est que cette migration dans anciens pays de l'Est, si ce n'est la projection de l'échec de la révolution russe? On peut prendre le problème dans tous les sens, et qui aboutit après l'écroulement du mur de Berlin, au développement de sociétés ultralibérales et où ce qu'on pouvait considérer comme des rares acquis du point de vue social et même sociétal s'effondrent en même temps qu'on a un développement d'un ultralibéralisme de plus en plus violent, et avec en plus la Russie, des mafias, etc. Mais c'est la fuite à un moment donné des Roumains, des Polonais, des Moldaves, des Géorgiens qui ont été pendant plusieurs années parmi les premiers membres. Les guerres de Yougoslavie. Bon, voilà, et puis les guerres. La deuxième chose qui pèse sur nous, et vous parlez de l'Algérie, c'est l'échec de la décolonisation. C'est-à-dire quelque chose qui était absolument légitime, mais qui aboutit aujourd'hui à l'inverse de ce qui était espéré, et dont ces dirigeants, pour essayer de masquer leur impéritie,
continue de dire que c'est la faute de l'ancienne puissance coloniale. La situation de l'Algérie aujourd'hui n'est pas liée à la présence coloniale avant 1962. Et je rappelle en plus, et c'est important de le dire, puisque une des questions, c'est de savoir comment on parle à la jeunesse en particulier, c'est l'issue de l'immigration ici. La majorité de l'immigration algérienne en France est arrivée après 1962. Et pas avant 1962. En 62, c'est 300 000 Algériens en France. Aujourd'hui, on est à près de 2 millions en comptant les binationaux, etc. Et on peut y rajouter que cet échec, il est matérialisé très vite, puisque Messaliach, qui est le père du nationalisme algérien, qui est l'inventeur avec sa femme du drapeau de l'Algérie, et bien, il est obligé de partir en exil en France. Et il meurt en France en 1974 parce que c'est le seul moyen pour lui d'échapper à la mort, disons les choses. Bon, on peut multiplier les exemples comme ça, et le dernier exemple, et je parle devant un spécialiste de l'Amérique latine, c'est que la quatrième nationalité qui rentre en Europe de manière massive en termes de demandeurs d'asile, ce sont les Vénézuéliens. Et quand vous parlez des États-Unis, c'est qui part, je veux dire, c'est en particulier, eh bien, ceux qui viennent de pays qui ont été à un moment donné, eh bien, des pays où quand on était à gauche, on considérait que voilà, c'était plutôt bien, Cuba, qui était pour nous un échec tragique, parce que symboliquement ça a été très fort dans notre imaginaire collectif, mais quand j'étais étudiant encore, le Nicaragua, je veux dire, la manière dont la révolution sandiniste s'est transformée en son contraire, avec un dirigeant qui est devenu à moitié fou, alors qu'on y envoyait des étudiants pour construire le socialisme réellement tropical, puisqu'il y avait le socialisme réellement existant, et bien tout ça pèse sur la gauche, voilà. Et ça pèse plus sur la gauche, et le problème est accentué quand on regarde les choses. En Algérie, quand ils prennent les subsahariens, eh bien, parce qu'ils ne sont pas particulièrement aimables avec les subsahariens, c'est du reste la même chose en Tunisie, la même chose en Libye, qu'est-ce qu'ils font? Ils les prennent, ils les mettent dans des cars, ils les mettent dans le désert, ils leur disent maintenant c'est tout droit. Voilà. Nous, on ne fait pas ça. Et la question de l'expulsion massive de populations qu'un pays ne veut pas, il se pratique de manière beaucoup plus importante au sud qu'il ne se pratique au nord. Nous, au nord, il y a à chaque fois, globalement, un traitement individuel des personnes, avec l'idée qu'on refuse les charters collectifs, comme on disait à un moment donné, etc. Et donc, comment des gens peuvent comprendre, quand ils regardent les systèmes d'information, que l'Algérie, ou même le Maroc et la Tunisie expulsent d'un coup des centaines de subsahariens en leur bottant les fesses, en les laissant mourir de soif dans les déserts, et on leur dit, mais vous savez, le sortant de prison, parce que c'est un des problèmes, qui n'a pas respecté notre pacte d'hospitalité, on a du mal à le renvoyer dans son pays, et où le consul, parce que ça m'est arrivé 25 fois en 7 ans et demi, je lui dis, mais monsieur le consul, là, le monsieur, là, il est indéniablement algérien, sa famille est quand même venue le voir, dans ses 50 années d'intention, au moins 4 fois, il venait indéniablement d'Algérie, et le consul vous répond, mais ça ne prouve rien. Enfin, je veux dire, voilà. Voilà, et c'est ça la réalité. Et donc, c'est ça qui fait la crise. Voilà. La crise, c'est la perte de crédibilité de la gauche, parce qu'elle n'arrive pas à donner une cohérence entre sa défense historique de l'État social qu'il a porté comme force de gauche, par rapport à ce qui se passe, et à l'utilisation dans la mondialisation de la migration pour finir de percuter les États sociaux, et la justification d'un discours qui n'est plus jamais critique des pays d'où viennent les migrations, parce que avoir un discours critique sur ces pays, c'est essayer de revisiter sa propre histoire. Où est-ce qu'on a, en gros, loupé l'embranchement, Bon, avec l'Algérie, on sait à peu près à quel moment on a loupé l'embranchement. Je veux dire, on l'a loupé sans doute au moment où on n'a pas complètement compris l'écart qu'il y avait entre le FLN et le MNA, c'est-à-dire entre les messianistes et les gens du FLN algérien dont le modèle était quelque part entre l'Allemagne de l'Est et la Corée du Nord. Il y a un... Bon.
Non, c'est moi qui... Il y a un autre problème qui préoccupe l'opinion, qu'elle soit de gauche ou de droite, c'est l'intégration. Et votre office, c'est l'immigration et l'intégration. Pendant longtemps, la France était citée en modèle, en tout cas elle se ressentait comme telle, parce qu'on était le meilleur melting pot de l'Europe. Il faut bien dire, l'idée républicaine, l'idéal républicain, avec son universalisme, a permis d'absorber des vagues migratoires bien antérieures à celles que nous connaissons depuis une trentaine d'années. Et on s'en portait fort bien. Tout ça faisait d'excellents Français, comme disait la chanson. Or, il est clair depuis une trentaine d'années que l'intégration ne fonctionne plus, qu'il y a un certain nombre de mécanismes, d'institutions qui favorisaient cette intégration, qui soit ont disparu, soit en panne, et la vérité c'est qu'on aboutit à une situation de sécession de certaines communautés, qu'un modèle communautariste anglo-saxon dont nous ne voulions pas en tant que républicains est en train de s'instaurer à petit bruit, et tout ça fait qu'on ne fait plus d'excellents Français du tout, mais on fait des communautés, des ghettos, des sécessions, encore une fois, de communautés refermées sur elles-mêmes. Qu'est-ce qui explique cette situation et surtout comment y remédier? Alors, comment y remédier ça? J'explique cette situation, c'est que l'intégration passait par le travail, c'est-à-dire par l'accès à une forme de citoyenneté sociale qui passait du reste par des moments de conflictualité. Les grèves de 36 ont été un grand moment d'intégration de la classe ouvrière italienne et du reste, beaucoup de cadres du Parti communiste ont été à ce moment-là aspirés par cela. L'effondrement du mouvement ouvrier en même temps qu'il y a un effondrement de l'industrialisation a été un élément très lourd dans la difficulté à intégrer une partie des populations. Et on peut toujours dire les Italiens ont été victimes de racisme, etc. Il y avait, dans les processus d'intégration, le christianisme social a joué aussi un rôle. Je pensais aux Polonais, bien évidemment, avec des publications. C'est l'époque où la CGT, par exemple, avait des publications en italien, en espagnol, en portugais. Le lien entre les ouvriers algériens et le mouvement ouvrier français a été très fort, et en plus avec des courants politiques qui existaient, qui essayaient en plus d'organiser beaucoup plus ce lien, même quand le PC, le Parti communiste, a été un peu flottant au milieu des années 50, au moment de cette question-là. Et donc, ça s'est effondré. Voilà. Et ça s'est d'autant plus effondré que les capacités d'interaction avec une partie de ces immigrations se sont en même temps effondrées. Et c'est ce que je disais au tout début de mon propos. L'écart culturel s'est agrandi. Alors, je dis toujours, il faut prendre les immigrations au pluriel. Parce qu'on a des immigrations qui sont effectivement communautaires, mais dont les dynamiques d'intégration sont tout autres. On sait parfaitement, avec les communautés asiatiques, vous allez dans le 13e, vous voyez les magasins, vous n'arrivez pas à lire ce qui est écrit, parce que tout est écrit en chinois, mais vous rentrez dans les restaurants, on est tout à fait heureux de vous accueillir, on prend votre argent, voilà, on vous sert à manger, et du reste, vous-même, vous ne vous interrogez pas sur l'ensemble de la production de cette nourriture, alors qu'il peut y avoir des problèmes sanitaires ou d'ordre public, mais tout ça se passe tout à fait bien. Et puis, vous avez une compétence culturelle qui fait qu'on valorise la question de l'école, etc. Et qui plus est, non seulement on valorise la question de l'école, mais on est complètement aspiré, je dirais, par l'idéologie dominante marchande. Ce qu'on veut, c'est faire de l'argent, s'intégrer, et surtout pas faire de politique, et pas emmerder la puissance publique, parce que on est issu de pays et de cultures où on sait qu'emmerder la puissance publique, ça peut avoir des effets beaucoup plus compliqués que cela ici. Mais on a une partie de l'immigration, et en particulier venant de pays dont la particularité, malheureusement accentuée depuis les indépendances, c'est le rétrécissement du spectre des diversités, c'est l'introduction dans les pays du Maghreb qui nous étaient particulièrement proches, à partir de la fin des années 70, d'éléments religieux dans le code civil. C'est la transformation du code de la famille à la fin des années 70 en Algérie et aussi au Maroc. Et dans l'écroulement, pour des raisons liées à leur impéritie à gérer ces pays, des courants plus ou moins laïques, et surtout l'écroulement du nationalisme arabe, la montée en puissance de l'intégrisme religieux et montée en puissance que n'a pas freiné
les printemps arabes, et au contraire, puisque les printemps arabes ont abouti quand même à la victoire des frères musulmans en Égypte, le retour d'un discours extrêmement dur de l'Occident, même en Tunisie, etc. Et donc, l'écart s'est accentué, et il s'est d'autant plus accentué que notre société elle-même a des dérives anglo-saxonnes, puisque je parle à côté de vous, au sens où, si vous voulez, non, mais je veux dire, on a des immigrations qui arrivent de la part de ces pays. Si vous voulez, on aura du mal, par exemple, à expliquer à une partie de ces jeunes hommes immigrés qui viennent de pays de culture, confession musulmane, que le sexe est une construction sociale, si vous voulez. Hein, et que du coup, c'est parce que le sexe est une construction sociale qu'il n'y a plus de toilettes d'hommes, qu'il n'y a plus de toilettes femmes dans les universités, à Sciences Po, etc. Et que on pourra, quand on veut, changer de nom dès lors qu'on en aura envie, enfin de prénom, parce que et que utiliser il ou elle est compliqué. Hein, voilà. Et donc, vous voyez un peu l'écart, comment tout ça se percute, est particulièrement fort. Et il se percute d'autant plus que, et je reviens à mon propos, ceux qui étaient les facteurs d'intégration, c'était les cadres populaires. Hein, les ligues de l'enseignement à une époque, les colonies de vacances des municipalités communistes, etc. Et tout ça s'est effondré. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste et à qui on demande de faire un facteur d'intégration? Alors, l'école. Mais l'école ne peut pas tout faire. Enfin, je veux dire, et en plus, la difficulté de l'école, c'est qu'elle est elle-même prise. Ces élèves sont pris par les dynamiques. Quand j'étais jeune, la question qui était centrale du point de vue de l'identité des élèves, c'était de savoir en gros si vous étiez de gauche ou de droite, et de manière un peu pointue, dans la plus belle des époques, c'est savoir si vous étiez vraiment un partisan du maoïsme ou un partisan du trotskisme, ce qui était une frontière absolument infranchissable. Hein. Mais personne ne s'interrogeait sur la manière de manger. Hein, je veux dire, personne ne s'interrogeait sur ça. Hein. Aujourd'hui, les identités affichées par une partie des élèves et qui peuvent donner le là dans certains établissements, même comme nous on donnait le là alors qu'on était minoritaire, mais on donnait le là de la vie du lycée, hein, c'est le là qui est donné par le gars qui est musulman, et c'est en général un garçon qui va dire à la fille il faut te voiler, etc. Voilà. Et c'est ça qui pèse. Alors comment les enseignants font face à ça? Eh bien les enseignants, comme leur organisation, entre guillemets au pluriel, sont elles-mêmes en partie touchées idéologiquement par la décomposition de la gauche, elles n'arrivent pas à tenir. Au lieu de dire, ben moi je vais te baffer, hein, parce que la question centrale c'est celle de l'égalité, et regarde exactement quelle est la nature du monde, hein, et tes parents ne sont pas là parce que la question n'était plus celle de la pression coloniale, mais celle d'autre chose, et lui raconter vraiment ce qui se passe, hein, et tu ne pourrais pas même faire ce que tu fais dans des pays où la question de la rudesse et du respect de la loi peut se traduire par je te tranche la main si tu as volé une pomme. Hein, je pense que on serait plus armés. Et donc l'écroulement intellectuel de la résistance républicaine, eh bien, est un frein majeur au fait que l'école puisse servir de lieu d'intégration absolue, et c'est pour ça que c'est sans doute important ce que fait le laboratoire de la République. Pas mal. Démagogue. À propos de ce que vous venez de dire, il y a un article que vient de publier le site Telos, que je recommande, qui est signé par Olivier Galland et Gérard Grimbert, qui s'appelle L'immigration, une question économique ou culturelle et politique, et qui insiste en particulier sur cet aspect culturel et sur le fait que dans les pays du Sud, où il y avait une certaine convergence apparente avec l'évolution intellectuelle et morale des pays du Nord, en matière de mœurs, etc., il y a aujourd'hui au contraire une espèce de gap qui est en train de se faire entre les pays du Sud et les pays du Nord sur un très grand nombre de problèmes moraux et politiques qui font que l'écart culturel ne cesse de s'accroître et que par conséquent aussi l'intégration des immigrés venus de ces régions du monde est plus compliquée qu'elle l'était par le passé. Il faut rajouter deux choses. Je reprends l'exemple de l'Algérie. L'Algérie, c'est pour nous particulièrement important. D'abord, voilà, bon. Quand j'étais au lycée, on se disputait entre nous, et je vois quelques anciens camarades, hein, pour savoir si l'autogestion en Algérie c'était applicable en France.
vous voulez, on en est très loin quand on parle de l'Algérie. Très très loin. Très très loin. Hein. Voilà. Et on avait Guérin qui y allait, enfin toute une série de gens qui allaient là-bas et qui disaient, ben voilà, l'autogestion d'Algérie, l'autogestion ouvrière, l'autogestion dans les campagnes, etc. C'est une expérience formidable, ça relance l'espérance qui avait été lancée à un moment donné en Yougoslavie, c'est moins bureaucratisé, etc. Aujourd'hui, la question pour nous, c'est plus celle-là. Je veux dire, l'écart entre l'Algérie et nous s'est agrandi au fur et à mesure de l'indépendance de l'Algérie et des années 60. C'est ça qui est frappant dans cette affaire. Et donc, cet écart culturel, oui, bien sûr, c'est fondamental. Et se rajoute dans le problème que nous avons, on prend par exemple l'immigration turque. Les Turcs vont être cette année la 3e nationalité en demande d'asile. Sans doute en Europe, enfin on n'a pas les chiffres, bon, c'est lié à la crise économique en Turquie qui est extrêmement forte, plus de 60% d'inflation, des loyers qui ont considérablement augmenté. Mais la Turquie, pour le coup, c'est pas l'Algérie. La Turquie, c'est un État. Et c'est un État avec quelqu'un qui est à sa tête et qui, lui, sait ce que c'est qu'une structure, hein, et il structure à travers l'ensemble des pays d'Europe il met en place des instruments de contrôle et qui sont de contrôle idéologique très forts, hein, à travers la direction des cultes de Turquie, qui est une des premières directions civiles, enfin en termes de nombre de fonctionnaires, avec des investissements qui sont faits ici dans les systèmes scolaires. Hein, les Turcs sont en surface de prière parmi les premiers, enfin c'est le pays qui possède le plus de surface de prière de mosquées en France, et puis des instruments idéologiques très forts, des organisations comme le Milieu Goruch, qui ont capacité de fournir des imams, des éducateurs, etc. Et ça a un effet très concret, par exemple, sur la réussite scolaire des filles. Hein, on a, chez les Turcs, la différence scolaire entre les garçons et les filles, elle est très ténue, alors que sur toutes les autres nationalités, les filles réussissent beaucoup plus scolairement que les garçons. C'est un effet du discours idéologique et des capacités de stéréotyper les comportements et de dire, bah voilà, toi t'es pas faite pour l'école, voilà, on peut pas dire qu'il n'y en a pas qui réussissent, hein. Mais je veux dire, c'est ça la tendance, et qui est révélée par l'étude trajectoire érogène de l'INSEE. Voilà, et ça, c'est nouveau. L'heure est venue de poser quelques questions dans la salle, mais s'il vous plaît, soyez court, bref, parce qu'on a très soif. Merci. Merci pour ce tableau très vaste et sur lequel effectivement on aurait 1000 questions et sûrement pas le temps. Donc je vais faire un petit focus sur une question d'intégration et prendre encore un tout petit sujet sur lequel on travaille avec Nathalie Pils, que vous connaissez, Muriel de Saint-Sauveur et moi à travers différents réseaux. Donc je vais parler de l'intégration de ces peut-être 2000 personnes venues d'Afghanistan, femmes et familles qui ont été sorties dans des conditions très difficiles et dans lesquelles pour lesquelles on a beaucoup travaillé. Or, arriver en France, c'est très compliqué. Alors, je ne vais pas faire un gros tableau, hein, tout est compliqué, l'hébergement, la langue, et je vais parler de l'aspect professionnel. En 2 mots, paradoxalement, je me suis si je choque un peu pour aller vite, mais les personnes dont je parle, ces 2000 personnes, elles sont très proches de nous, parce que ce sont des familles de Kaboul, éduquées, qui avaient des métiers, qui allaient au café, qui allaient au cinéma, qui avaient des activités comparables aux nôtres. Et on est très impressionnés quand on les rencontre, plus en anglais qu'en français, mais aussi maintenant de plus en plus en français, du fait qu'il n'y a pas ce gap culturel que vous avez décrit et qui est très important. Et paradoxalement, on ne l'a pas tellement avec ces familles très éduquées de Kaboul. Encore une fois, je simplifie et je ne parle pas de cette immigration de jeunes Afghans qui est depuis très longtemps très compliquée également. Donc je prends juste quelques petits exemples. Là, on est très attentifs au sort de 2 jeunes étudiantes qui ont vraiment fait tout pour apprendre le français. Elles vont rentrer dans Parcoursup dans 15 jours. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est un peu la bouteille à l'encre, je ne veux pas embêter Jean-Michel Blanquer, mais ce genre de questions, on est très faible là-dessus. Bon, il y a la question de la langue, l'intégration professionnelle, il y a des très bons profils, vous connaissez cette femme qui était diplomate en France qui ne trouve pas de travail. Bref, donc c'est compliqué, et là, je termine là-dessus, on a eu un préfet, Joseph Zimet, qui s'est occupé un peu des Ukrainiens. Peut-être que pour cette toute petite population afghane, on pourrait faire un petit quelque chose, parce que vraiment, là on a affaire à des gens qui veulent s'intégrer et qui savent que leur vie va être ici. Et juste une question qui pourrait faire l'objet d'un autre invité, Saïd Amouche, vous le connaissez, l'inclusion économique, c'est extraordinaire ce qu'il fait.
Bon, mais je garde ça pour une autre fois. Merci. Bonsoir. Moi, j'ai 3 toutes petites questions. La première, c'est qu'est-ce que vous pensez que du débat en France sur la loi immigration? Est-ce que vous pensez que les députés qui ont cette loi, ce débat n'a pas eu lieu, mais est-ce que vous pensez qu'ils ont tous les éléments techniques, informationnels que vous nous avez livrés et qu'ils sont en capacité d'avoir un débat de fond sur cette question migratoire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, je voulais avoir votre avis sur le fait que, en plein débat, c'est-à-dire le 19 décembre, juste au même moment, le Conseil européen prend une décision sur la question migratoire. Et est-ce que vous ne pensez pas que la loi française aurait dû être un complément à la loi qui a été votée au niveau européen? Parce que en France, le débat, pas seulement en France, en Allemagne, dans pas mal de pays, le débat continue, l'illusion continue d'être apportée sur le fait qu'on peut régler la question migratoire au strict niveau national. Ça, je pense que c'est la plus grande illusion, évidemment, qui est surtout portée par les partis de droite et d'extrême droite en France. Et le dernier point, je voulais avoir un avis de votre part là-dessus, c'est, vous avez vu que les Anglais et les Italiens prennent des mesures assez étonnantes. Les Anglais, c'est d'exporter les immigrés au Rwanda, et les Italiens en Albanie, sauf que les Albanais finalement ont refusé la proposition de Mme Meloni. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez qu'en France, c'est envisageable aussi d'avoir ce type de mesures? Je vais essayer de répondre pour qu'on puisse boire le champagne. Oui, sur l'intégration, je dirais en dentelle, on n'est pas complètement performant. Voilà. Mais c'est un sujet, même si on essaye d'accompagner les personnes vers l'emploi, et le frein majeur, c'est la langue. Tant que les personnes ne maîtrisent pas le français, c'est compliqué. On n'est pas dans un pays où on travaille facilement quand on parle anglais. Voilà. Or, les personnes dont vous parlez, elles ont souvent été scolarisées en anglais dans les universités, puisque les Américains étaient très présents, et une partie d'entre eux sont tu restes partis beaucoup dans les pays anglo-saxons. Et là, on a une difficulté, et effectivement, c'est dommage. Voilà. La question des Ukrainiens est un peu différente, mais oui, on essaye de faire au mieux. Voilà. En ce qui concerne la loi immigration, moi je suis frappé par l'incapacité à justement avoir une vision un peu comparative. Et c'est d'autant plus perturbant qu'on est à 5 mois et demi des élections européennes. Et je prends par exemple un courant auquel qui existe encore un peu quand même, le Parti Socialiste Européen. Voilà. Il y a des partis qui ont sur ce sujet-là des points de vue totalement antagonistes. Et un des effets de l'écroulement des organisations traditionnelles, c'est qu'ils ne sont même plus capables de se réunir en disant ben voilà, on a un projet pour l'ensemble de l'Europe, discutons entre nous de nos divergences pour essayer de faire quelque chose qui soit quand même approchant. Non. On a une stigmatisation des Danois ou d'autres en disant ben voilà, voilà. Or, les Danois ont fait du point de vue législatif des choses que nous on n'imagine même pas ici. Enfin, je veux dire même, je dirais certains dirigeants des Républicains pourraient en rêver, mais n'osent même pas le proposer. Hein, je veux dire, voilà. Et par exemple, le fait qu'on ne puisse pas avoir plus de 30% dans un quartier de résidents qui soient non européens et qu'à ce moment-là il faut déménager, enfin je veux dire, ou pas arriver, enfin c'est une politique anti-ghetto qui est particulièrement brutale, mais qu'on n'imagine pas ici. Alors, et je relis ça à la question sur le pacte migratoire. Là aussi ça a été très intéressant. J'allume ma radio et voilà, et j'avais changé de radio du reste, parce qu'en général j'écoute pas celle-là, et j'entends François Hollande. Voilà. Et il dit, la loi immigration, c'est un pur scandale. Mais par contre, il y a quelque chose de très important, qui est une avancée majeure, c'est le pacte migratoire. C'est exactement ce qu'il dit. Mais le pacte migratoire, il est beaucoup plus dur que la loi immigration. Hein, il est beaucoup plus... Oui, mais ça veut dire qu'il ne l'a pas lu.
Voilà, mais que la question pour lui, parce que effectivement, c'est sa famille politique, c'est l'Europe, 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 comme d'autres disaient, voilà, voilà. Et donc il dit le pacte migratoire, c'est formidable. Le pacte migratoire, c'est l'introduction, enfin c'est la volonté de compromis dans le cadre du trilogue, on va voir ce qui va se passer, c'est l'asile aux frontières, c'est-à-dire c'est ce que réclamaient du reste les républicains qui n'ont pas obtenu dans la loi, c'est-à-dire que la personne, quand on examine sa demande d'asile, elle n'est pas juridiquement en France, hein, et donc elle n'est pas juridiquement dans l'Union européenne, et c'est pendant tout l'examen de la demande d'asile, le fait que les personnes soient mises dans des centres de rétention, mineurs compris, au moment où la loi ici dit « je ne mets plus les mineurs dans les centres de rétention ». Et le traitement collectif en fonction des nationalités. Je lui dis mais le type il n'a pas lu. Je veux dire, non seulement il n'a pas lu, mais je dirais que ses camarades viennent de signer un appel à manifester avec la CIMAD, qui elle a lu le pacte migratoire et qui dit le pacte migratoire c'est absolument terrible. Voilà, et de leur point de vue ils ont raison. Mais les autres, il y a un problème, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas d'un côté dire ben oui, il faut résoudre le problème au niveau européen et ne pas se donner les moyens de défendre un accord qui est effectivement important dès lors qu'on a une volonté de gérer ensemble le pacte, la question migratoire. Et gérer ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire converger les systèmes d'accueil dans ce qu'ils proposent, parce qu'on ne peut pas dire que voilà, il y a une sorte de souveraineté de l'asile ou de l'accueil qui fait que la France serait forcément mieux que tous les autres. Je ne dis pas que les autres font à chaque fois beaucoup mieux que nous, mais ça se discute, et de mettre en place les mécanismes minimums. Par exemple, il y a une partie des responsables européens qui disent il faut que dans l'espace Schengen, on limite la circulation. L'espace Schengen est fait pour une circulation des résidents européens, de la libre circulation des résidents européens. C'est pas forcément fait pour la libre circulation de ceux qui ne sont pas européens et qui par ailleurs obtiennent un droit au séjour dans tel ou tel pays. C'est pas idiot, si vous voulez, c'est pas idiot, voilà. Mais ça supposerait d'en discuter. Or, il n'en discute pas. En ce qui concerne l'Italie, là encore, je l'entends. Non, mais j'avais décidé de faire du mal. Dire, ben oui, Madame Meloni va régulariser 450 000 personnes. C'est pas ce qu'elle fait. D'abord, elle ne fait pas de procédure de régularisation. Elle a un mécanisme, pour le coup, qui n'est pas complètement idiot, qui est de partager entre ceux qui viennent avec un contrat long, c'est-à-dire des CDI, et des saisonniers. Dans les CDI, ce sont 186 000 CDI sur 3 ans, 75 000 sont réservés à des Ukrainiens. Parce qu'effectivement, elle commence à anticiper ce que nous anticipons malheureusement, c'est le fait que voilà, la guerre non seulement ne va pas s'arrêter, mais que les Russes vont stabiliser pendant longtemps. Et donc qu'une partie des Ukrainiens qui sont passés du côté de l'Ouest ne vont pas repartir. Et que la question qui est posée, c'est celle de leur intégration sur la longue durée. Donc elle dit, j'en prends 75 000. Hein, d'autant plus qu'il y avait déjà une forte communauté ukrainienne qui s'occupait en particulier de l'aide aux familles. Et puis sur les saisonniers, elle dit, je ne les accepte que si on passe entre nous un contrat, et en gros, si vous reprenez les clandestins, j'accepte des saisonniers. C'est pas complètement idiot. Hein, c'est pas complètement idiot, c'est pas... Voilà, et j'aime pas Madame Meloni, hein, par ailleurs, hein, mais enfin que les choses soient très claires, enregistrées, etc. Voilà. Voilà. Mais c'est pas complètement idiot parce que du coup, elle essaie de répondre aux besoins de l'industrie italienne et de son hiver démographique avec une gestion intelligente, même par rapport à sa population. Elle leur dit, ben oui, on en accueille, mais ceux qui viennent alors qui nous perturbent parce qu'ils débarquent, on les renvoie, et elle propose des contrats de collaboration. Il y a l'Algérie, effectivement la Tunisie, il y a aussi la Corée du Sud, Côte d'Ivoire, et puis il y a les anciens pays de l'Est. Parce que tant l'Allemagne que l'Italie, et du reste que les Hongrois ou d'autres, ils sont dans une politique d'immigration choisie. Et donc, dans les anciens pays de l'Est, parce qu'on avait des liens avec les partis frères, on préférera avoir des Vietnamiens, en gros, hein, pour aller vite, hein, et ou des Philippins pour d'autres, etc. C'est ça qu'ils font. Et ça, c'est pas idiot. Alors, sur l'Albanie, en ce qui concerne Madame Meloni, je pense qu'elle va y arriver parce que dans le contrat qu'elle passe, eh bien, il y a le fait de prendre en CDI et en saisonnier des Albanais en contrepartie du fait qu'ils acceptent
la mise en place de ce hotspot, etc. Mais ça pose des problèmes juridiques compliqués. En ce qui concerne les Anglais et le Rwanda, ça me paraît beaucoup plus compliqué, bien que le Rwanda est un pays en pleine expansion qui a besoin de main-d'œuvre. Voilà, c'est une réussite économique incroyable, le Rwanda. Hein, ils ont un fort besoin de main-d'œuvre et donc en réalité ils veulent aspirer de la main-d'œuvre. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont prêts à discuter de ça. Voilà. Mais le Rwanda, ça pose d'autres problèmes, peut-être démocratiques, je ne connais pas assez. C'est envisageable en France également, ce genre de... Pardon ? C'est envisageable également en France ? Alors, en France, ce genre d'expatriation ? En France, il y a eu des accords de gestion des flux migratoires avec la Tunisie, avec d'autres pays. La difficulté, c'est que la partie contraignante, on n'arrive pas à faire en sorte qu'elle soit véritablement honorée. Et là, ça renvoie sans doute et ce que pointe le rapport de la Cour des comptes, je vous abrite le rapport de la Cour des comptes, qui dit que notre diplomatie n'est pas suffisamment profilée pour prendre en charge la question migratoire. Hein. Voilà. En gros, la Cour des comptes dit que les diplomates français, c'est pas des diplomates chinois. Bon, ben, je crois qu'il est temps de passer dans la salle d'à côté où Didier Lesky va vous dédicacer son ouvrage et on pourra prendre un peu de place.